Vous avez parfaitement raison que cette crise humanitaire d'une proportion énorme et tragique, bien sûr, avec des conséquences graves pour des millions de Syriennes, nous touche. Et parce que pas seulement notre mandat est aussi de promouvoir l'éducation, la culture, la protection du patrimoine, mais parce que nous considérons que sans l'éducation, dans les temps de crise, des conflits, il n'y a pas d'avenir pour ces pays, pour ces peuples. Nous avons plaidoyé depuis longtemps que dans les cas de conflits, dans les cas de désastres y compris, il y a aussi un soutien de la part de la communauté de donateurs des pays pour l'éducation. Il faut dire que malheureusement, toujours, c'est seulement 2% de tout le financement dans de tels cas est alloué à l'éducation, qui n'est pas acceptable à notre avis. Moi, j'ai été à Koweït en janvier, mi-janvier, pour la conférence des donateurs humanitaires sur la situation en Syrie. Et là, nous avons lancé avec UNICEF, avec le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Commission européenne, un grand, je dirais, appel à tous les pays, à tous les donateurs qui s'appelle, je vais le dire en anglais, No Lost Generation, pas une génération perdue, qui vise exactement l'éducation des enfants syriens. Et là, l'UNESCO, nous avons déjà commencé à travailler avec le soutien de la Commission européenne dans le camp des réfugiés le plus grand, Zarati, en Jordanie, que je vais visiter dans 2 semaines. Je serai là aussi, de voir comment notre projet avance. C'est plutôt ciblé, concentré sur la formation des enseignants, sur aussi un soutien psychosocial. C'est extrêmement important. Et nous considérons aussi que nous allons obtenir le soutien de Koweït. J'ai déjà la promesse de Koweït pour 2 autres projets sur l'intégration de la jeunesse, je dirais socialement. Et aussi, nous travaillons dans le domaine de l'éducation secondaire. Je crois que le travail qui font les autres, je dirais, partenaires, UNICEF, certains d'autres aussi qui ont concentré sur l'éducation primaire est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier aussi les adolescents, parce que je dirais que le risque aujourd'hui, c'est d'avoir des milliers des adolescents sans travail, sans la formation, sans la possibilité d'aller à l'école, qui après sont recrutés par des extrémistes et qui tombent, je dirais, très aisément aussi à ces idées extrémistes. Il ne faut pas permettre que ça soit le cas. Nous considérons que l'éducation assure la normalité de la vie des familles, même dans les cas difficiles, dans les camps, mais pas seulement là, parce que nous travaillons aussi au Liban, nous travaillons en Irak, où les réfugiés sont dispersés dans beaucoup de pays. Nous soutenons les institutions, les politiques. Nous travaillons aussi sur le curricula, qui est très importante aussi, parce que les questions qui se posent aujourd'hui est dans quel curricula ces enfants obtiennent leur éducation. Est-ce que c'est le curricula de Pilote? Est-ce que c'est le curricula syrien? Si un jour nous voulons qu'ils reviennent dans leur pays, espérons que ça se passe le plus vite possible, il faut la possibilité, il faut aussi donner la possibilité de revenir aussi dans la normalité de leur vie. Alors, ce sont des questions complexes, compliquées, mais on peut trouver la solution. Et bien sûr, nous considérons qu'il ne faut pas permettre qu'il y ait une génération de Syriennes analphabètes, illettrées, qui sont coupées, je dirais, de toute la vie sociale, politique, économique et de ce monde tellement intégré. Vous voyez,
En ce qui concerne la Syrie, bien évidemment, nous n'avons pas de fonds réguliers, de notre budget régulier. On travaille sur la base des projets financés par des partenaires bilatéraux. Dans ce cas, là, c'est la Commission européenne, mais pas seulement. Nous avons aussi approché des autres donateurs potentiels. On espère bien que nous allons recevoir aussi le financement. Mais en général, je dirais que l'UNESCO, parce que la situation n'est pas du tout facile du point de vue du budget, du financier, à cause de la suspension du financement américain, je dirais que la bonne nouvelle est que nous avons augmenté le budget extra-budgétaire, le financement extra-budgétaire. Nous avons aussi beaucoup de nouveaux partenaires. Nous avons aussi de nouveaux partenaires privés, de la part du secteur privé, mais aussi de nouveaux pays qui ont signé avec nous, qui ont créé auprès de l'UNESCO des fonds spécial aussi pour financer des différents projets. Je viens de signer pratiquement il y a une semaine un important accord avec un partenaire chinois, Hainan Airlines, pour 5 millions de dollars qui va financer les projets dans le domaine de l'éducation des filles, qui d'ailleurs est la priorité de l'UNESCO, qui est aussi ma priorité personnelle. Mais nous avons aussi beaucoup des autres partenaires qui sont... Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge autour de nous. Au moins, je le sens ici à l'UNESCO. Il y a une conscience accrue sur l'importance de notre agenda, de notre mandat de l'UNESCO. Et je parle bien sûr de l'éducation, je parle de la culture, la science, je parle aussi de la communication, je parle de tout ce que l'UNESCO fait pour défendre la liberté d'expression, la formation des journalistes dans beaucoup de pays, dans le monde arabe, au Myanmar, en Palestine. Nous travaillons pour promouvoir, je dirais, ce important droit humain. Mais si on peut tout ça, l'UNESCO mandat, que je dis, l'éducation, éduquer des gens, donner les moyens de se développer, l'épanouissement de l'être humain, la science, les conflits, le dialogue entre les cultures, je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui. Comme nous disons, c'est le soft power qui compte beaucoup aujourd'hui. Et même dans les cas de conflit, on voit combien ça représente un défi. Alors le soft power, c'est aussi la spécialité de l'Union européenne. Vous avez mentionné le soutien de l'Union européenne, mais est-ce que l'Union européenne pourrait faire davantage? L'Union européenne est connue pour être un pourvoyeur de fonds assez considérable. Est-ce que l'Union européenne fait suffisamment d'efforts pour soutenir l'action de l'UNESCO? Mais vous savez, je dois dire que oui, parce que je suis extrêmement enthousiaste déjà avec notre coopération avec l'Union européenne. Seulement ces 2 dernières années, nous avons développé d'une manière exponentielle, je crois, formidable la coopération. Nous avons déjà plus de 50 millions de dollars financement de la part de l'Union européenne. Et c'est après la création de notre bureau là, parce que j'ai établi un bureau de l'UNESCO auprès des instances européennes à Bruxelles il y a 3 ans. Ça donne déjà des résultats. Nous travaillons sur le terrain aussi d'une manière meilleure. Je crois que l'Union européenne soutient des programmes qui sont prioritaires pour l'UNESCO. Et je crois que c'est le début aussi d'une coopération très prometteuse pour l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours de se développer. Je parle par exemple de la protection de l'héritage culturel syrien, aussi qui est un projet qui vient d'être finalisé avec le soutien de la Commission européenne, et pas seulement ça, mais je crois que c'est le début d'une coopération très prometteuse. Vous savez, nous travaillons sur, je dirais, plusieurs niveaux. Tout d'abord, bien sûr, c'est la responsabilité des différents gouvernements de protéger le patrimoine selon la Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel. En même temps, nous voyons quelque chose de nouveau qui émerge dans le monde, malheureusement.
ce sont des attaques délibérées pour détruire le patrimoine. Et je parle bien évidemment de Mali, je parle de la Syrie, mais même je parle de tout ce qui s'est passé dernièrement en Égypte avec les attaques, l'explosion contre le musée islamique au Caire, qui d'ailleurs était pour nous une occasion d'une grande inquiétude. J'ai immédiatement envoyé là des experts sur place. J'ai déjà le rapport de ces experts et nous allons travailler avec les autorités égyptiennes pour la préservation, reconstruction et de voir comment nous pouvons mitiger, je dirais, l'impact de ces attaques. Mais il y a des cas comme bien sûr la Syrie qui est très grave. Ce sont des cas très graves parce que là, on voit des différents côtés la transformation de ces sites de patrimoine mondial comme des champs de guerre, de bataille, même comme des camps militaires dans certains cas. Je parle de Palmyre, je parle bien sûr d'Alep, je parle de Crac de Chevalier et bien d'autres. Alors, tout ce que l'UNESCO peut faire, c'est tout d'abord d'alerter la communauté internationale. Moi, je suis en dialogue, en contact presque permanent avec pas seulement le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, avec M. Brahimi, le représentant spécial du secrétaire général et de la Ligue arabe pour la Syrie, qui d'ailleurs est venu ici à l'UNESCO plusieurs fois. Il a participé à nos réunions. Mais je viens d'échanger avec beaucoup des ministres des Affaires étrangères des pays qui sont membres du Conseil de sécurité. Et je suis contente que la résolution dernièrement adoptée sur la Syrie du Conseil de sécurité le 22 février aussi touche et a un paragraphe très important sur la nécessité de la protection du patrimoine mondial. Je crois que c'est une équipe pour nous, pour notre plaidoyer, parce que vous savez que l'autorité morale du Conseil de sécurité et politique même est très importante de passer le même message que nous avons passé. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est de travailler sur place. Par exemple, dans le cas du Mali, nous avons déjà commencé la reconstruction des mausolées et des mosquées qui étaient attaqués, saccagés par des extrémistes. Dans le cas de l'Égypte, par exemple, du musée, nous allons continuer maintenant de travailler. En Syrie, la situation, bien sûr, est plus complexe parce qu'on n'a pas accès, la situation sécuritaire ne nous donne pas l'accès à ces sites. Alors, nous travaillons bien sûr avec beaucoup de partenaires. Nous travaillons avec ICOMOS, avec ICROM. Nous avons lancé il y a un an, il y a quelques mois, effectivement, à New York, avec Metropolitan Museum de New York et avec le Conseil international des musées, nous avons lancé la liste rouge des objets culturels syriens, qui est en alerte à tout le monde, au marché des arts, aussi aux pays voisins, aux pas voisins aussi, sur le besoin d'être très vigilante en ce qui concerne l'exportation des illicites, bien sûr, des objets culturels. Ici, c'est notre convention de 70, comme nous disons, qui est mise au travail. Alors, là, on travaille avec Interpol, avec l'Organisation internationale des douanes, avec les pays voisins, parce que je trouve qu'il y a une crise cachée, qui est la crise des feuilles archéologiques illicites et l'exportation illicite des objets archéologiques ou culturels hors de la Syrie sur les différents marchés du monde. Et c'est un problème très grave, c'est pas tellement connu au monde, et c'est là où l'UNESCO fait un grand travail, un énorme travail de la prévention ou de stopper de telles ventes qui se fassent malheureusement dans les différentes instances du monde. Et nous avons déjà, avec beaucoup de succès, nous avons arrêté certaines de ces ventes dans les différents marchés. Alors, comme j'ai dit, nous sommes très mobilisés avec nos partenaires de travailler
parce que nous considérons que le patrimoine, la culture jouent un rôle extrêmement important pour la réconciliation, pour après. Nous savons dans beaucoup de cas que c'est très facile de détruire un site culturel qui malheureusement est resté pendant des centaines d'années. C'est très facile, mais ce n'est pas possible de le reconstruire. Et c'est pourquoi les extrémistes attaquent parfois, détruisent des monuments de patrimoine, parce que de telle manière, ils détruisent les identités des peuples. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est exactement tout ce que nous considérons maintenant, parce que ce sont des Nations Unies, les pays membres, je dirais le réseau des agences, des fonds, des partenaires. Nous sommes en plein travail de débattre les objectifs, les nouveaux objectifs du post-2015, comme nous disons, sur un développement durable. Et là, je crois que il faut parler de la paix, il faut qu'il est très lié avec le développement durable. Et là, je crois, c'est exactement le patrimoine, la culture qui jouent un rôle extrêmement important pour la paix et pour la cohésion sociale, pour la justice sociale et pour un développement, je dirais, pacifique et durable dans la durée des années. L'UNESCO fait un énorme avec beaucoup de pays, les soi-disant amis de la culture et développement, pour que la culture soit inscrite pas comme un objectif de développement. La culture n'est pas un objectif de développement, mais la culture fait partie intégrante de chaque développement et cohésion sociale de chaque société. Et si on prend en compte qu'aujourd'hui, dans ce monde globalisé, il y a, avec l'immigration énorme, des vagues d'immigration, avec, je dirais, une diversité extraordinaire, avec une interconnectivité énorme dans le monde. Les cultures entrent dans un contact direct entre eux. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est comment valoriser la culture, comment protéger cette diversité culturelle, comment aussi protéger les identités de peuples, si nous voulons que ça joue un rôle pour la durabilité de quoi que ce soit développement pacifique. Aussi, il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans le monde. C'est la créativité, les industries culturelles. Comme nous disons, les expressions des diversités culturelles selon notre convention. Dans beaucoup de pays, le secteur culturel joue un rôle extrêmement important dans la création des emplois, aussi un rôle pour, comme j'ai dit, une cohésion sociale beaucoup plus dense, je dirais. Et si nous n'allons pas faire ça, nous allons rater une opportunité historique de reconnaître la culture dans sa, je dirais, dimension plus large. Je ne parle pas seulement des arts, mais je parle de patrimoine matériel, immatériel. Je parle aussi de ces industries culturelles. Je parle de la créativité culturelle. Je pense que c'est la fabrique des sociétés très intimes qui est en jeu ici. Et si nous ne tenons pas compte de tout ce qui la culture joue dans les différentes communautés et sociétés, et plutôt, je dirais, dans les sociétés multiculturelles de plus en plus dans chaque pays dans le monde, nous n'allons pas reconnaître la réalité sur le terrain. Et c'est pourquoi c'est notre plaidoyer de l'UNESCO et de reconnaître la culture comme un instrument, comme un outil pour une cohésion sociale, pour le développement durable. C'est notre, je dirais, orientation stratégique, comme la conférence générale nous a donné très récemment, et c'est notre combat aussi de faire le lien entre culture et développement. Et c'est un objectif valable pour tous, donc ce n'est pas un objectif... C'est pas un objectif pour le développement, c'est un outil de développement, c'est un vecteur de développement. Parce que je crois que le nouveau débat que nous avons, c'est d'un côté de mettre quels sont les objectifs de ce développement et quels sont les outils pour atteindre ces objectifs. Et si nous tenons compte de la culture dans le développement durable, nous allons rater, comme j'ai dit,
de tenir compte de ces outils, ces vecteurs, ces moteurs de développement pour atteindre ces objectifs. C'est très important que l'UNESCO sorte de cette crise maintenant, avec la suspension d'une partie de financement. Je crois que le pire est derrière nous. Mon ambition est de renforcer l'organisation, bien sûr dans un niveau qui est un peu plus bas. Je parle de notre budget régulier, mais avec tout le soutien que nous recevons, avec beaucoup plus de financement extra-budgétaire de la part des différents partenaires, et avec, je dirais, l'importance de notre organisation dans ce monde qui est très fragile, je dirais, avec les différents conflits qui émergent. Mon ambition, c'est de renforcer l'organisation et de continuer que l'UNESCO donne aux pays membres et à toutes les Nations Unies, je dirais, tout l'impact positif de cette soft power.